lâché et je me suis retrouvé en équilibre sur un fil tendu entre peur et espoir. Quelle était la bonne décision à prendre ? J'ai eu le réflexe d'appeler tout mon répertoire de l'époque. Après m'avoir félicité pour ma société ou cette offre d'embauche, mes proches me conseillaient toujours sur la bonne décision à prendre, selon leur propre grille de lecture, leur propre bulle. Leurs conseils étaient issus du prisme de leur vie et ne m'avançaient guère. J'ai donc cherché des méthodes de prise de décision pour la première fois de ma vie. Celle qui a été la plus efficace et que j'ai gardée pour toujours est le tableau factuel. J'ai divisé une feuille en deux dans le sens de la hauteur et dans le sens de la largeur. La première colonne s'appelait avantage, la deuxième inconvénient. La première ligne s'appelait Annie Birthday, la deuxième directeur de centre. Durant les 5 jours qui ont suivi, j'ai rempli ce tableau le plus honnêtement possible, avec des éléments tangibles, quantifiables et le moins de spéculation possible. Le premier jour, j'ai beaucoup noté, au point qu'il a fallu que je refasse le tableau pour le rendre plus lisible. Les 4 jours suivants, je notais moins fréquemment, mais à chaque fois qu'une idée ou une considération factuelle me traversait l'esprit et pouvait rentrer dans le tableau, je l'écrivais. Au 6e jour, je me suis posé devant le tableau et je me suis imaginé en train de regarder la proposition d'un ami, comme si ma vie n'était plus la mienne. En jouant ce jeu de rôle, je me suis complètement décentré, comme si je devais conseiller quelqu'un dont je ne connais ni le quotidien ni le passé. Avez-vous remarqué comme nous sommes toujours très forts pour donner un conseil sur des sujets qui ne nous concernent pas directement ? C'est en pensant à l'expression « les conseilleurs ne sont pas les payeurs » que j'ai imaginé me mettre dans la peau d'un conseilleur, mais qui aurait le plus de données réelles possibles et pré-triées. Au bout de seulement 1 heure de lecture et de coups de surligneur vert pour les éléments très positifs et orange pour les éléments moins forts, je savais exactement ce que je devais faire, continuer l'aventure de ma société. Ni avantage, ni inconvénient. Il y a des éléments qui ne sont ni des avantages ni des inconvénients. Ils sont juste factuels. Imaginons que vous ayez le choix entre 2 postes. Le salaire, la distance depuis votre domicile ou encore les perspectives d'évolution sont des éléments factuels à comparer. Seuls, ils ne présentent pas d'avantages ou d'inconvénients précis. La technique consiste alors à noter dans la colonne avantage la donnée à comparer sur 2 lignes, pour l'une et l'autre solution. Surligner en vert celle qui est la plus positive des deux et surligner en orange celle qui l'est moins. Pour reprendre mon exemple, j'ai voulu comparer l'argument financier des 2 postes. J'ai noté dans la colonne avantage salaire fixe de tant d'euros sur la ligne de directeur de centre et rémunération variable sur la ligne d'Annie Birthday. J'ai surligné en vert salaire fixe et en orange rémunération variable. C'est ainsi que j'ai pris la méthodologie préexistante du tableau en intégrant cette idée du jeu de rôle. Encore l'imagination. C'est devenu mon outil de référence dans tous les moments où je dois prendre des décisions compliquées dans ma vie. Non pas qu'elles soient compliquées parce qu'elles sont importantes, mais compliquées car je n'arrive pas à me positionner. Vous pouvez faire le tableau vous-même en indiquant vos propres choix dans les 2 lignes du tableau. Et vous pouvez bien sûr utiliser cet outil pour un choix non binaire, avec 3 décisions possibles par exemple, en ajoutant une ligne pour le choix supplémentaire. Le tableau factuel vous aide à avoir un point de vue factuel et décentré pour trancher un dilemme. Ajoutez un nouvel élément. La première méthode a merveilleusement fonctionné, me permettant de tenir tête aux contradicteurs de mes décisions sans aucun effort. Jusqu'à cette année, où une nouvelle difficulté, un cran encore au-dessus, se présenta à moi. Mon outil imparable, que je sortais au grand maximum 1 fois par an, ne me permit pas de m'en sortir pour la première fois de ma vie. Je ne peux pas vous donner tous les détails précis afin de préserver les personnes qui étaient impliquées, mais vous raconter le processus vous permettra d'appréhender l'intérêt de cet ultime outil. J'avais imaginé auparavant devoir faire ce choix, et il ne m'avait pas semblé si difficile à faire. Mais lorsqu'il se produisit dans la réalité, j'eus beaucoup de mal à prendre une décision. 2 groupes de personnes étaient impliqués et attendaient de moi une réponse franche et claire.
ce dont j'étais bien incapable le jour venu, malgré mes outils habituels de prise de décision. Qu'à cela ne tienne, j'ai respecté ma précédente méthode en demandant un délai de 6 jours et j'ai imprimé un joli tableau qui n'allait plus quitter ma poche durant les quelques jours suivants. Mais le 6e jour, il m'était impossible de prendre une décision. J'ai demandé 24 heures de délai supplémentaire et le matin venu, la situation n'avait pas avancé. Je me suis donc fait conseiller par des personnes qui n'étaient pas nécessairement plus habilitées à décider que moi, mais qui, au moins, allaient m'aider à le faire. C'est ainsi que j'ai choisi l'option 1, pour quelques heures seulement. En effet, après avoir appelé les personnes de l'option 2, j'ai eu de gros doutes et j'ai demandé d'autres conseils à d'autres personnes, toujours aussi peu qualifiées pour choisir à ma place. Et j'ai fini par choisir l'option 2. J'ai donc dû rappeler les personnes de l'option 1 pour leur dire que j'avais finalement choisi l'option 2. Rien qu'en vous parlant, j'ai du mal à me reconnaître. Ce témoignage démontre que l'on n'est jamais infaillible, mais que l'important est la manière dont on va gérer ces difficultés. Je fus donc droit, ancré dans ma dernière décision, mais pour la toute première fois de ma vie, le soulagement que me provoque habituellement la fin d'une prise de décision difficile tardait à venir. Impossible de comprendre les signaux de mon corps qui semblaient se ratatiner. Je fus obligé d'annuler ma journée de travail pour me mettre littéralement au fond de mon lit, sous ma couette, à 15h de l'après-midi, à moitié habillé. Vous n'imaginez pas comme cet aveu de faiblesse est douloureux pour moi. Mais je suis allé si loin dans la difficulté de faire un choix que j'ai dû trouver comment m'en sortir d'une nouvelle manière. Et si je vous partage ce détail, c'est que je suis quasiment certain d'avoir maintenant une méthodologie pour prendre une décision sur un choix binaire dans n'importe quel cas. Alors, je me dois de la partager avec vous. Retournons sous ma couette, en pleine journée, à moitié habillé. Céline H rentre et ne comprend pas comment je peux être dans un tel état. Non pas que la situation ne mérite pas tant d'égards de ma part, mais parce qu'elle aussi a l'habitude de me voir trancher vite dans les choix que j'ai à faire, franchement, et sans regret. J'avais pris une décision, après en avoir changé le matin même, et je ne me sentais pas mieux, au contraire. Après une nouvelle nuit où le sommeil semblait avoir posé un congé sans solde, je me suis réveillé avec une nouvelle idée en tête. Il me faut de nouveau du temps. Quand un ordinateur a un problème ou un bug, on le remet à sa dernière sauvegarde. Alors, j'allais faire pareil. Me remettre au précédent point d'équilibre, là où j'étais encore capable de marcher et de travailler, juste avant la prise de décision qui a provoqué mon bug. J'ai contacté toutes les personnes concernées pour leur faire part de mon mouvement en arrière et de mon besoin d'obtenir un délai supplémentaire. Immédiatement après, tout en me disant que tout le monde devait me trouver insupportable, je commençais enfin à retrouver un souffle. Une semaine a passé. Et rien n'avait changé. J'étais en équilibre parfait entre les deux choix et je crois que j'aurais pu faire durer ce moment éternellement. J'ai quand même repris mon tableau. Les personnes de l'option 2 et de l'option 1 avaient fait de gros efforts dans leurs avantages respectifs et me proposaient d'en faire encore plus pour m'aider à basculer. Mais j'ai tout refusé. L'idée n'était certainement pas de faire grimper les enchères du tableau avantages et inconvénients, puisque jusqu'à maintenant, cela ne m'avait pas aidé. Après réflexion, j'en vins à la conclusion suivante. Il n'y avait pas de mauvais choix. Il m'a fallu tout ce temps pour le comprendre, le réaliser, le vérifier. Puisqu'il n'y avait pas de mauvais choix, j'allais enfin pouvoir analyser ce qui n'allait pas chez moi. Et c'est un soir dans mon lit que la révélation m'est venue. Dans le passé, les personnes des deux options avaient formé une seule et même entité avec qui j'avais travaillé. Par la suite, les deux groupes s'étaient séparés pour deux projets différents et concurrents. Ce même soir, j'analysais la situation pour la schématiser au plus simple, pour qu'elle devienne quasi géométrique. Voici la lecture que j'en eus. J'étais tel un enfant ayant grandi chez ses deux parents, qui doit un jour choisir d'habiter chez son père ou chez sa mère après leur séparation. Les parents ne s'étaient pas fâchés.
La mère proposait maintenant de vivre dans sa nouvelle maison, expliquant à quel point son domicile était sécurisant avec une grande chambre. De l'autre côté, le père restait dans la maison que l'enfant avait toujours connue et montrait à quel point il allait faire des efforts pour refaire toute la décoration à son goût si besoin. Dans le fond, même si le père n'avait pas toujours été parfait à 100%, il n'avait pas non plus maltraité l'enfant. En même temps, l'enfant avait un lien fort avec sa mère, mais il ne connaissait la nouvelle maison que sur photo. C'est vraiment cette métaphore simple mais ô combien réelle qui m'a permis d'y voir plus clair. Le côté basique de cette métaphore m'a aidé à comprendre pourquoi je restais figé entre les deux options. Alors je suis revenu aux fondamentaux, les 4 accords Toltec. Ce livre m'a accompagné depuis des dizaines d'années, avec 4 concepts simples qui forment d'ailleurs le règlement de ma société. Toujours avoir une parole impeccable, ne pas faire de suppositions, ne pas en faire une affaire personnelle, toujours faire de son mieux. J'allais passer les 2 options au crible des accords Toltec. Juger les 2 groupes sur le premier accord, puis sur le deuxième en cas d'ex-aequo, etc. Qui, dans ma métaphore, ne respectait pas les 4 accords Toltec? En tout cas, qui respectait le moins ces 4 phrases, en commençant par la première? Qui avait préféré souffler sur mes peurs plutôt que sur mes espoirs? Et là, la réponse était plus que claire. Le choix restait difficile, mais j'avais un point de différenciation sur quelque chose en adéquation avec mon vrai moi. C'est donc avec des angoisses naturelles pour le futur, et non plus des angoisses envahissantes et terrassantes, que j'ai choisi l'option qui avait toujours eu une parole impeccable envers l'autre option et qui n'en avait jamais fait une affaire personnelle. Afin de satisfaire votre curiosité, sachez que l'autre option a évidemment pris ma décision comme un affront, me reprochant ensuite d'avoir joué double jeu. Même si les émotions que je ressentais n'étaient pas très agréables, je n'éprouvais pas de regret ou de culpabilité, signe que j'étais enfin aligné entre mon analyse rationnelle et mon ressenti émotionnel. L'alignement final est essentiel. En effet, si je me rends compte par la suite que je n'ai finalement pas fait le meilleur choix, je n'éprouverai pas de remords pour autant, car je saurai pourquoi j'avais fait ce choix. Vivre tout cela m'a fait comprendre 2 choses. Nous ne sommes jamais à l'abri d'être bloqués sur une décision. Il n'existe pas de choix n'ayant pas une grille de lecture pour l'analyser. Si d'aventure vous vous retrouviez face à un choix extrêmement difficile à gérer, où la grille factuelle ne suffit plus, retenez ces étapes. Si vous ne vous sentez pas bien émotionnellement et physiquement dans la prise de décision, faites un pas en arrière, au précédent point d'équilibre où vous arriviez à gérer. Visualisez si, à ce stade, il y a un risque de prendre une mauvaise décision ou si les 2 restent de bonnes décisions. Schématisez la problématique pour comprendre d'où vient la difficulté. Psychanalysez votre problème, transformez-les en métaphores simples et déterminez les véritables causes qui vous empêchent de choisir. Trouvez un élément extérieur qui respecte vos valeurs pour faire entrer de nouveaux critères à analyser dans l'équation, afin de faire basculer la balance d'un côté. Vérifiez si votre décision permet d'aligner votre analyse rationnelle et votre ressenti émotionnel. Comment respecter votre temps? Votre temps ne peut être infini que si vous en prenez soin. Rappelez-vous que le temps réel est associé à de l'énergie, votre énergie. Prendre soin de votre temps, c'est par définition prendre aussi soin de vous. Voici quelques fondamentaux pour respecter votre temps. Séparez fermement vos différents temps. Regardez par ma fenêtre. Je viens juste de finir de travailler et je m'apprête à rentrer chez moi. Je range mon poste de travail, prends un Bristol et écris les petites choses qui me sont venues à l'esprit pour demain. Je vérifie rapidement que la vaisselle du bureau est faite, que j'ai de quoi me faire un café demain. Je mets de l'eau dans la bouilloire que j'enclenche pour pouvoir commencer ma matinée en bon geek d'un « Alexa, allume la bouilloire » quand je reviendrai. J'enfile mes vêtements, j'enclenche l'alarme, balance un «
Alexa, éteins les lumières, et je ferme la porte. Il est 19h. Je rentre chez moi, je vais pouvoir préparer le repas de ce soir avec une recette que j'ai choisie la veille, pendant que je faisais le précédent dîner. En rentrant chez moi, mon chien Vanille et mon chat Tamalo m'accueillent. Je retrouve Célinage à l'horizontale dans le canapé, en train d'écrire son roman. Je sais que nous allons nous raconter nos journées, nos réussites, nos problèmes, nos idées. J'adore ce moment. Il peut durer des heures. Il nous arrive d'écrire une nouvelle vidéo pour sa chaîne YouTube comme ça, dans les axes principaux, en 1 heure. On cherche seulement à se faire rire à partir d'une blague qui nous est venue. C'est le début d'une soirée où tout est possible. On va peut-être jouer, peut-être regarder un film, peut-être juste parler, peut-être sortir le chien ensemble, peut-être lire, je n'en sais rien. Et quand elle me demandera ce que j'ai envie de faire, je vais pouvoir répondre en agaçant « comme tu veux ». Cette phrase peut gentiment énerver, mais je le pense sincèrement. Car à cet instant, j'ai déjà tout ce que je veux. Je me mets à la cuisine avec mes rituels précis, en mettant de la musique ou la fin d'une série que je regardais la veille, si jamais Célinage est occupée de son côté. C'est du temps personnel et je compte bien en profiter jusqu'à ce que le sommeil me gagne. Lorsque l'on pense efficacité de sa gestion du temps, ou simplement productivité, on peut vite considérer que le temps personnel est du temps perdu. Vous savez ce qu'est le temps perdu ? C'est être sur son ordinateur en train de travailler le soir chez soi. C'est frotter sur de la vaisselle parce qu'on ne l'a pas mise à tremper. C'est ranger une maison qui n'aurait pas dû être dérangée. C'est courir après les minutes pour finir une tâche professionnelle ou ménagère que l'on doit finir urgemment car on a mal anticipé ou trop repoussé. Le temps perdu, c'est mélanger plusieurs types de temps. Repousser n'est pas procrastiner. Chez moi, je n'ai plus d'ordinateur depuis fin 2016. Pour le travaillomane que je suis, c'était une angoisse, un cap à passer. Mais comme je venais de prendre des bureaux à moins de 30 secondes de chez moi, je voulais réussir à franchir ce cap. Je me suis alors rassuré en me disant « Si vraiment il y a une urgence, je peux filer au bureau, il n'est pas loin. » Je dis ces mots en 2019, et les seules fois où je suis revenu au bureau, c'était pour aller chercher quelque chose que j'avais oublié. Toutes les incroyables urgences que je détectais avant ont toujours pu attendre le lendemain. Mais si j'avais eu mon ordinateur à portée de main, j'aurais sûrement pris juste 5 minutes pendant une demi-heure, à chaque sollicitation, avec la fausse croyance de prendre en plus de l'avance pour le lendemain. Quand vous êtes au travail, vous ne prenez pas le temps de parler avec vos amis. L'inverse doit être vrai également. Séparez fermement vos temps en apprenant à repousser ce qui n'appartient pas au temps que vous êtes en train de vivre. L'hyperconnectivité nous a fait croire que nous devions toujours être disponibles, mais ne vous auto-piégez pas. Chérissez votre temps personnel pour profiter de vous, de votre compagnon de vie, de votre famille, de vos amis. L'organisation que j'ai pu mettre dans toute ma vie était faite pour être plus efficace au niveau professionnel, mais aussi pour profiter pleinement des moments simples de ma vie personnelle. L'autonomie et la liberté, toujours, nous y reviendrons. Il n'est pas rare que mon téléphone soit en mode avion également. Il se peut que je n'ai pas envie de parler au téléphone ou par SMS de toute la soirée, ou seulement pendant quelques heures. Pour ne pas sentir la culpabilité de ne pas répondre à un ami, ou subir la pression d'un appel professionnel important, je préfère le couper complètement. Ce que j'ignore ne peut pas me porter préjudice et l'information n'existera qu'au moment où je le déciderai, quand j'enlèverai le mode avion. Le seul vrai préjudice ? Je dois télécharger mes musiques, des jeux jouables hors ligne et les vidéos que je veux voir hors connexion sur mon téléphone. On a vu pire comme désagrément. Croyez au temps personnel et augmentez sa durée en maîtrisant les autres types de temps. Respectez votre rythme. Au-delà du contenu qui compose votre temps, vous devez prendre conscience du rythme de celui-ci. Comme une mélodie, votre temps ne peut pas être lent en permanence ou au contraire soutenu sans arrêt. Des pauses qui reposent.
S'il y a bien quelque chose que j'avais du mal à faire, c'était prendre des pauses. Un véritable enfer car, même si mon corps me l'a réclamé, je luttais toujours contre un remords. Je me jugeais faible d'en avoir besoin avant même de la prendre. Curieux de nature, et n'étant pas le seul dans ce cas, je me suis mis à observer les autres quand j'ai travaillé dans un restaurant à mes 18 ans. Dès qu'un collègue parlait de prendre une pause sans le faire, je le voyais ralentir, être moins productif, moins joyeux, jusqu'à ce qu'il prenne un vrai break. Le résultat était que sa pause durait toujours le même temps, mais le temps qui l'a précédé avait été jusqu'à 2 fois moins bien utilisé qu'habituellement. J'ai pu constater la même chose en travaillant sur mes projets artistiques et entrepreneuriaux. Je perdais du temps à ne pas m'arrêter et je l'ai compris concrètement à cause d'une valise. Pour mon premier spectacle, Mots de tête, je devais préparer une valise incluant mon matériel, mon costume de scène, mon nécessaire de toilette, mes vêtements de rechange et mes effets personnels, livres, ordinateur, chargeur, etc. Comme j'avais optimisé le rangement de toutes mes affaires, je mettais en moyenne 7 minutes à faire ma valise. De 5 minutes en me dépêchant à 10 minutes en prenant le temps de discuter en même temps. Un soir où je ne voulais pas m'arrêter de travailler car il me restait ma valise à préparer, j'ai passé 1 heure à ne pas la faire. 1 heure où je ne faisais pas grand-chose, où je commençais mais sans continuer, où j'étais en plein dans le 5e type de temps, le temps perdu. Je me suis tellement agacé de me voir comme ça que je suis parti me coucher en mettant mon réveil 20 minutes plus tôt afin de faire la valise avant de prendre mon train. Au réveil, j'ai mis moins de 5 minutes à la faire. Je ne comprenais même pas comment je pouvais mettre plus de temps habituellement. Alors, penser que j'avais perdu 1 heure complète la veille pour au final ne pas la faire, ça n'était pas logique. C'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'importance de faire des pauses assumées. Lorsque vous commencez à tuer le temps, à faire la planche sur la surface du 5e type de temps, n'attendez pas de couler dedans. Décidez de manière assumée de prendre une pause. Profitez-en pour faire quelque chose que vous aimez, qui vous repose le corps ou l'esprit et qui vous fait du bien. Lorsque vous décidez consciemment de vous arrêter, que ce soit pour 5 minutes, pour 1 heure ou même pour une demi-journée, vous vous libérez du sentiment de culpabilité qui vous habite d'avoir été en dehors de l'activité que vous aviez prévue, sûrement pour un temps beaucoup trop long. Vous ne faites que changer de catégorie de temps de manière voulue et décidée pour mieux y revenir ensuite. Alors, ne glandez plus, faites de vraies pauses. Repousser une pause nécessaire diminue l'efficacité du temps qui la précède. Écoutez votre rythme et organisez vos pauses pour être toujours en pleine possession de vos capacités. Les différents rythmes. La concentration se perd par cycle. C'est pour cela que vous devez imaginer un rythme de pause correspondant à votre propre productivité. Voici une grille dont vous pouvez vous inspirer. Pour des tâches physiques, une pause de 15 minutes toutes les 2 heures. Pour des tâches créatives, une pause de 5 minutes toutes les heures. Pour des tâches d'apprentissage cérébral, une pause de 5 minutes toutes les 20 minutes pour respecter le fonctionnement de votre mémoire et l'optimiser. Pour des tâches standards, ne demandant pas une concentration accrue, une pause de 10 minutes toutes les 2 heures. Comment éviter le syndrome du médecin? Un piège quotidien vous attend dans toutes les tranches de votre journée. Je l'appelle le syndrome du médecin, car c'est un premier débordement de tâches qui va s'additionner à un autre, puis à un autre, pour créer un monstrueux retard dans votre journée avec des tâches que vous n'aurez pas touchées du tout. Résultat, vous allez reporter ces mêmes tâches sur les autres jours, mais comme elles sont moins urgentes et que vous allez répéter ce processus, vous n'avancez jamais dessus. C'est le syndrome du médecin qui se retrouve à 15 heures à avoir 2 heures de retard dans ses consultations. La différence entre lui et nous, c'est qu'il gère des urgences parfois vitales et que son diagnostic ne peut être bâclé. Vous devez respecter les temps impartis dans les moments de votre journée, même si la tâche est agréable ou stimulante, ou au contraire, si elle est plus compliquée que ce que vous pensiez ou désagréable, comme faire sa comptabilité professionnelle ou personnelle. Le plus simple lorsque vous êtes seul est de programmer un réveil pour la fin de la tâche.
Il y a aussi des applications gratuites ou payantes qui fonctionnent hors connexion et qui font très bien ce job. Faites une recherche avec des mots-clés comme Focus, To Do, Timer dans le store de votre smartphone. Vous pouvez programmer plusieurs tâches avec des timings définis et laisser l'application fonctionner. Elle vous préviendra lorsqu'une fin de tâche arrive et que vous devez changer d'activité. Vous vous demandez peut-être quoi faire si le temps consacré n'est pas suffisant pour terminer. Vous devez immédiatement recréer un moment pour terminer cette tâche dans votre agenda, le lendemain ou plus tard, suivant l'importance et l'urgence de la tâche. C'est aussi simple que cela. Mais l'aviez-vous déjà appliqué ? Le jour où j'ai développé et testé cette méthode, j'imagine évidemment ne pas être le seul à y avoir pensé, ça a changé mon rapport aux choses. Plus de culpabilité de ne pas terminer une tâche, car j'avais finalement terminé quelque chose. J'avais consacré mon énergie à cette tâche pendant tout le temps que j'avais prévu pour le faire. Mathématiquement, 1 vaut mieux que 0. Ce qui est fait est toujours ça de gagner. Le fait que la tâche ne soit pas terminée n'était plus un échec, mais une information que je devais gérer en prévoyant un nouveau moment pour elle dans mon planning. Très simple, mais également très puissant. Respectez les timings que vous vous êtes donnés. Ne voyez pas une tâche inachevée comme un échec, mais comme une double réussite. Vous avez avancé sur cette tâche et vous avez passé le temps que vous aviez prévu ce jour-là pour cette tâche. Un temps imaginaire infini. Voici comment ne pas perdre votre temps nouvellement créé à faire des petites tâches supplémentaires que vous ne pouviez pas faire avant. Différent du temps réel, il existe une réserve de temps personnel dans tous les recoins de vos journées. Une véritable corne d'abondance où se cache un endroit rempli de temps imaginaire, votre esprit. Le temps que vous passez dans les embouteillages, les transports en commun, sous votre douche, à attendre avant un rendez-vous dans une salle d'attente, devant la casserole qui doit chauffer 15 minutes en remuant, derrière cette gentille mamie qui n'avance pas à la caisse, à sortir votre chien le soir, et évidemment, aux toilettes. Ces moments plus ou moins longs sont de parfaits moments de visualisation. Nous avons tous du mal à prendre des moments précis et définis pour visualiser des idées, alors qu'il y a des temps déjà existants permettant cette saine activité. Je parle bien de la notion de visualiser pour aller plus loin que réfléchir. Réfléchir est nécessaire, mais nous ne sommes pas toujours maîtres de notre réflexion pleine de biais cognitifs. Votre esprit est à la fois une machine à rêve et une machine qui connaît parfaitement toutes les règles du réel. Laissez-moi vous raconter une anecdote pour vous démontrer la puissance de votre cerveau. Adolescent, des années avant que je passe mon PAC, le premier brevet de parachutisme, j'ai rêvé de mon premier saut. Pas un rêve prémonitoire, bien sûr. Un simple rêve sûrement lié à un désir que je n'avais pas encore identifié chez moi. J'ai donc vu l'avion, les étapes, le saut, les sensations, le temps de chute, la vision de ma ville natale vue du ciel, etc. Des années plus tard, lors de mon premier saut, j'ai constaté avec amusement que tout ce que j'avais ressenti dans mon rêve était réel. Le plus étonnant, le temps de chute libre et la vision que j'avais de La Rochelle du ciel étaient également identiques à mon rêve. L'explication rationnelle est simple. Notre cerveau est avant tout un organe de calcul surpuissant dans lequel sont intégrées toutes les règles de la physique, toutes les expériences que nous avons vécues, etc. Notre cerveau connaît la réalité et il peut donc prendre en compte tous les facteurs pour pressentir précisément un résultat. Un exemple simple du quotidien est que l'on ne puisse pas se chatouiller nous-mêmes. Le cervelet anticipe la sensation qu'il va ressentir en prenant en compte qu'elle vient de nous-mêmes. Il n'y a donc pas grande nécessité d'avoir l'information et il provoque une atténuation sensorielle de ce que nous aurions dû ressentir, puisqu'il connaissait à l'avance la réalité. Nous n'avons pas la compétence de manier ce pouvoir mental volontairement, même si nous pouvons l'améliorer grandement jusqu'à une visualisation en 3D. J'ai expliqué la méthode dans mon livre « Votre cerveau est extraordinaire ». Certaines personnes ont néanmoins un accès privilégié à la visualisation complète, comme Nikola Tesla qui testait ses inventions dans sa tête. Ayant conscience que son esprit connaissait toutes les règles de la physique et ses implications, il connaissait alors directement le résultat.
Visualiser dans vos moments perdus va vous permettre de projeter une réflexion accélérée pour découvrir les pièges, les pistes de réflexion, l'efficacité de vos tâches, faire des brainstorming créatifs, accéder à de nouvelles idées, etc. Point essentiel, ayez toujours de quoi noter sur vous. N'ayez jamais l'arrogance de croire qu'une bonne idée vous reviendra. Elle est issue d'une suite de réflexions associatives et de différentes stimulations. Vous ne la retrouverez que rarement. Dans le concret, que pouvez-vous visualiser? Voici une liste non exhaustive pour vous stimuler. Extrapolez-la pour découvrir ce que vous pouvez visualiser dans votre monde. Ce que vous allez dire dans une réunion. Un rendez-vous important. Les étapes d'un projet que vous voulez lancer. La réussite d'une tâche que vous avez entamée. Les options farfelues d'une tâche créative que vous devez faire, sans savoir encore quelle piste vous devez suivre. Les vacances que vous souhaitez passer. La maison ou l'appartement où vous aimeriez vivre. Votre quotidien avec un achat que vous hésitez à faire. Une journée ou une semaine dense ou compliquée qui va venir et que vous ne savez pas encore comment gérer. Comme vous le constatez, il n'y a pas de limite. Lorsque vous visualisez, laissez-vous aller comme si c'était un jeu. D'ailleurs, c'en est un. Jouez à imaginer des choses comme lorsque vous étiez enfant. Imaginez les implications. Imaginez ce que vous ressentez. Imaginez la réaction potentielle des gens autour de vous. Voyez les pièges qui se dressent et cherchez des solutions. Ensuite, visualisez encore en mettant en place ces solutions. Notez bien sûr ce qui est important. Vous avez tellement de temps à tuer dans vos journées normales que visualiser va vite devenir un réflexe pour vous occuper. En plus d'utiliser intelligemment du temps, ce qui va en ressortir vous fera encore gagner du temps. On se rapproche du concept de temps infini. Comme toujours, je ne sors pas ce conseil de mon chapeau magique. Je l'ai d'abord éprouvé puis enseigné autour de moi avec des résultats plus que significatifs et des retours toujours positifs. Pour vous faire sourire, dites-vous que dès que je dois écrire un numéro de mentalisme pour une occasion spéciale, radio, télé, etc., je l'imagine sur mes trajets en taxi-moto. Assis derrière Taïeb, conducteur aussi doué qu'intelligent, je me mets en visualisation et il le sait. Il ne me parle plus du trajet. Alors, j'imagine l'endroit où je serai. Je visualise le public. Je m'imagine arriver et leur réaction. Puis je me laisse aller à tester des idées de numéros. Plus ou moins intéressant, plus ou moins adapté, plus ou moins rythmé, jusqu'à ce que je découvre quelque chose de vraiment pertinent. À un moment donné, une émotion de « c'est ça, c'est la bonne piste » se fait sentir. Mon esprit sait pourquoi, mais je n'ai pas encore conscience de tout. Donc je continue à visualiser en creusant cette piste, et au fur et à mesure, tout se met en place. Le plus incroyable reste pour les textes. Quand j'écris des blagues sur une feuille, je ne sais pas si le public va rire ou non. Mais quand je me visualise sur le lieu et que je visualise le public, la réponse est claire et sans appel. Je vois tout de suite la qualité du texte et la réaction des personnes dans la salle. Je pense qu'à force de jouer et de parler en public, mon esprit a quantifié des choses, des rythmes, des ruptures humoristiques, des tournures de phrases que je n'ai même pas conscientisées. La visualisation permet d'anticiper et de créer pour toutes les situations. Utilisez tous les temps d'attente de votre journée où votre esprit est disponible pour faire de la visualisation. Célébrez vos victoires. Respecter son temps passe aussi par la conscience de ses victoires. Je ne crois plus aux grandes victoires ni aux gros objectifs depuis longtemps. Je crois en une alternative bien plus puissante, plus stimulante et plus efficace. Nouveau retour dans le passé. Nous sommes en 2006 et je prends connaissance du concours des Cannes d'Or dans la ville de Cannes. Un concours national de magie de scène et de close-up. À cette époque, je pratique la magie de manière professionnelle, dans le sens où cette activité me fait vivre. Mais je n'ai aucune idée de mon niveau. Enfin si, j'ai une piètre opinion de mon niveau. Je travaille à cette époque majoritairement en close-up,
c'est-à-dire proche du public, et je ne suis pas un excellent manipulateur. Je compense avec de la créativité et des techniques de mentalisme. Mais qu'est-ce qu'un jury de professionnels reconnus dans le milieu en penserait? Je décide de sortir de ma zone de confort et de m'inscrire. J'aurai tout à gagner à rencontrer d'autres pros et à apprendre d'eux. Pour cela, je dois réunir des fonds afin de payer le voyage, l'hébergement, la nourriture, mon matériel, etc. Je travaille plus pour économiser. Je commence aussi à créer mon set de concours. Cette préparation de fonds occupe l'essentiel de mon temps et de mon esprit. Le jour J, à Cannes, je rencontre toute la team qui, comme moi, participe au concours. Nous avons déjà le bonheur d'avoir passé les sélections. Winfried, l'organisateur, est d'une grande bienveillance avec nous. Il est lui-même magicien passionné et professionnel avec une longue carrière derrière lui. Dans la journée, tout le monde se met à faire des tours aux autres. C'est quelque chose de nouveau pour moi qui ai peu fréquenté d'autres artistes. Je les regarde, mais je me sens bien faible face à leur connaissance en prestidigitation, la mienne étant plus portée sur le mental, et à leur épatante agilité digitale. Vient enfin l'heure du concours où nous passons de table en table face au jury pour faire nos tours à un vrai public en conditions de travail réelles. À l'heure des résultats, j'ai déjà fait mon pronostic. Je n'ai pas vu les autres en prestation, mais je les ai vus dans la journée et je suis loin d'être dans mon propre classement. Ayant encore de l'énergie, je prends la décision de rentrer à La Rochelle durant la nuit, quitte à prendre un hôtel sur la route si je fatigue. Chaque kilomètre fait dans la foulée serait 1 kilomètre de moins à faire au réveil. N'oublions pas que 1 vaut mieux que 0. Mais je veux quand même connaître le nom des lauréats et les applaudir. Je m'installe donc au fond de la salle de spectacle, collé contre la porte de sortie, mon manteau déjà enfilé et prêt à partir. Suspense oblige, on commence par l'annonce du 3e lauréat, puis du 2e. Évidemment, mon nom n'est pas cité et je ne l'espère même pas. Et enfin, du 1er. J'entends alors que l'on m'appelle. Complètement sonné, j'ai le réflexe d'enlever mon manteau et je monte comme zombifié sur scène pour prendre mon trophée et les dotations. Des photos, 1 ou 2 interviews, il me semble. Je remercie vivement Winfried, son équipe et la troupe de candidats que nous étions. Puis, m'en tiens au plan initial en prenant la route. Quelle victoire incroyable! 6 mois à m'occuper l'esprit et je suis allé au plus haut de ce que je n'espérais même pas. Les jours suivants ont été un fabuleux cauchemar. Une sorte de victory blues où se mélangeait le manque de nouveaux objectifs et la nostalgie de l'instant passé. Je crois aujourd'hui que j'ai complètement gâché ces moments à cause de mon mauvais positionnement émotionnel. Dès lors, je n'ai plus célébré les grosses victoires. J'ai arrêté complètement de visualiser les buts ultimes qui laissent place à un vide immense lorsqu'ils sont passés. J'applique au contraire ce que j'appelle aujourd'hui les cadeaux. Je célèbre toutes mes petites victoires. C'est avant tout un état d'esprit que vous allez pouvoir facilement adopter. La première chose à faire est de découper à l'extrême ce que vous avez à faire. Vous le faites déjà, mais appréciez-vous chaque accomplissement. Car c'est cette approche qu'il faut avoir. J'en suis au point que lorsque je raye une tâche après l'avoir accomplie, je ressens une véritable satisfaction. Et quand, au moment de partir du bureau, toutes les tâches du jour sont faites, j'éprouve, c'est vrai, une certaine fierté et je m'en félicite. J'ai assuré le contrat que j'avais avec moi-même et c'est génial. Je ne considère rien comme étant banal. Quand une vidéo de ma chaîne fait son quota de vues, je prends le temps de l'apprécier, sans attendre qu'elle en fasse nécessairement 1 million. Pourquoi courir après des réussites extrêmes si c'est pour dévaloriser nos dizaines de réussites quotidiennes? Le moment le plus fort que j'ai pu vivre lors de mon premier Olympia seul sur scène, en septembre 2018, n'a pas été le moment où je suis sorti de scène, mais bien avant. Le moment où, accompagné de Karine, sans qui cette date n'aurait jamais été imaginée, j'ai signé le contrat de location pour l'autoproduire. Et après le spectacle,
je suis allé décharger les véhicules pour ramener et ranger le matériel. C'était ça, ma victoire du soir. Ne négligez aucune réussite. Félicitez-vous et vous changerez votre rapport au monde. Tout prendra du sens et votre confiance sera boostée. Cette mentalité est une récompense également pour toutes vos ressources personnelles qui se mobilisent sans se plaindre chaque jour pour 1001 petites actions. Dans certains cas, je m'offre également un cadeau. Mais pas au moment de la réalisation, au contraire. Je m'offre un cadeau au moment où le travail le plus éprouvant a été accompli et si j'ai respecté ma deadline personnelle. Je vais vous donner un autre exemple. C'était à l'écriture de « Votre cerveau est extraordinaire ». Je mets en place le principe de l'écriture intensive avec la méthode NaNoWriMo. Faire un premier jet de 50 000 mots en 30 jours, le retoucher durant 30 jours, puis une deuxième fois pendant 15 jours, pour enfin le rendre à mon éditrice et commencer les retouches, les changements, les corrections et la mise en page. Depuis longtemps, je voulais m'acheter un drone pour mes vidéos et je me suis promis de me l'offrir si je rendais le feuillet à la date que je m'étais fixée. Je n'ai pas attendu 5 mois après la publication du livre, ou le jour merveilleux où j'ai appris que 100 000 exemplaires étaient lus. Le jour où j'ai écrit le dernier mot de la retouche personnelle, nous étions à Lyon, en spectacle avec mon régisseur. Et nous avons foncé dans une boutique pour acheter un drone que j'ai essayé le soir même dans ma chambre d'hôtel, ce qui était d'ailleurs une très mauvaise idée pour les rideaux de la chambre. Motivez-vous par un cadeau, matériel ou immatériel. En vous l'offrant à ce moment charnière où s'achève votre plus grosse charge de travail, vous recevez une récompense vraiment méritée, qui a du sens, qui multipliera votre émotion positive et qui décuplera votre force pour les semaines suivantes. À noter que tout ce concept ne s'applique pas uniquement à votre vie professionnelle, loin de là. Dans votre vie personnelle aussi, célébrez chaque petite victoire et offrez-vous quelque chose que vous méritez à des moments clés. C'est essentiel. Ne soyez pas aveuglés émotionnellement par les grands objectifs. Savourez chaque tâche réalisée, chaque moment où vous respectez vos engagements personnels. Célébrez les moments où vous avez accompli une tâche lourde plutôt qu'une énorme réussite, qui ne dépend pas toujours de vous. Comment avoir l'esprit du temps ? Maintenant que les fondations sont posées, vous pouvez commencer à découvrir la philosophie du temps. Inspirez-vous de toutes ces méthodes. À chaque fois que vous en appliquerez une, vous vous rapprocherez de votre rêve, avoir du temps à l'infini. Les mantras. Avoir un but, avoir des objectifs, savoir où on va. J'ai longtemps cru que c'était réellement le plus important et j'étais conforté dans cette idée par mes différentes lectures sur le sujet. Je vais sûrement être le premier à dire l'inverse, mais sachez que mon expérience m'a prouvé l'efficacité de ce qui va suivre, pour moi comme pour les autres. Avant d'avoir mes mantras, j'avais des buts et des objectifs. Comment avais-je décidé en pleine conscience quels seraient ces buts ? Je ne le sais pas. Le savez-vous pour vos propres buts ? Avoir ces objectifs non rationalisés me provoquait 3 choses. Des angoisses. Vais-je y arriver ? Est-ce que j'ai choisi le bon but ? Serai-je à la hauteur ? De l'attente. Émotionnellement, c'est terrible quand j'y repense. J'étais en permanence en train d'attendre que quelque chose arrive, sans savoir si cela allait vraiment arriver, mais surtout, sans savoir si ce qui en découlerait me remplirait de satisfaction. Exactement le genre de choses qui vous empêche d'être pleinement heureux dans l'instant présent. De la claustrophobie. J'ai un profil monomaniaque. Si je décide quelque chose, j'ai beaucoup de mal à changer d'avis. Ça m'est désagréable. Je peux écouter le même album de musique en boucle pendant des mois. Je peux manger dans le même restaurant 7 fois par semaine, racheter éternellement la même paire de baskets, etc. Je le sais et je l'assume. Je n'ai pas décidé d'être de la sorte. Mais la conséquence directe est qu'il m'est très difficile d'être flexible sur mes objectifs. Pourtant, il est parfois nécessaire de les adapter, voire de les changer radicalement. Pourquoi ? Parce que l'on comprend objectivement qu'on ne va pas les atteindre.
parce que l'on change, ou encore parce que de nouvelles idées et envies nous semblent plus pertinentes. J'ai pu analyser cela très tôt, aux alentours de mes 17 ans. Et c'est précisément lors de mon année de première que j'ai compris quelle était la clé de voûte, les idées pures. Si vous arrivez à trouver l'expression la plus simple, la plus pure de vos buts de vie, alors vous saurez toujours quelle direction prendre, sans même avoir besoin de dizaines d'objectifs secondaires à viser en permanence, sans avoir besoin d'une réelle stratégie à long terme, puisque le parcours va se flécher de lui-même automatiquement, sans avoir besoin de réfléchir des jours et des jours sur les directions à prendre. Comment obtenir ce ou ces mots ? Très simplement, bien sûr. Vous n'obtiendrez peut-être qu'un mot, peut-être plus. Mais si vous avez plus de 3 mots, il y a de fortes chances qu'un mot encore plus pur et plus simple regroupe plusieurs d'entre eux. La première étape consiste à faire la liste de vos objectifs actuels sur une feuille, puis d'y ajouter vos buts tels que avoir un meilleur emploi ou accrocher tel ou tel client. Écoutez ensuite tout cela pour vous en imprégner un maximum, puis ajoutez vos buts ultimes. Les buts ultimes s'apparentent un peu à des rêves. Ils peuvent être financiers, comme « je veux gagner au loto » ou « je veux toucher 10 000 € par mois ». Ils peuvent être plus flous, comme « je veux être heureux » ou « je veux du temps libre ». Ils peuvent être précis, comme « je veux être célèbre »,« je veux une belle voiture »,« je veux faire 2 voyages par an »,« je veux devenir propriétaire », etc. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire cet exercice sur plusieurs jours. Vous allez prendre le temps qu'il vous faut pour trouver ce qui vous guide et vous motive inconsciemment. Pour la première fois sûrement, vous allez rendre tout cela réel en le listant sur un papier. Les pensées n'existent qu'une fois qu'elles sont transmises clairement et expulsées de notre esprit, à l'écrit ou à l'oral. Il en va de même pour nos buts, nos objectifs et nos rêves. La seconde et dernière étape, plus longue mais ô combien précieuse, consiste à passer l'ensemble au tamis. Vous devez obtenir entre 1 et 3 mots génériques, l'essence de ce qui vous motive chaque jour. C'est un travail quasi philosophique, extraire l'essence de vos buts. Quelles sont les notions communes à l'ensemble de vos buts ? Pour les trouver, vous devez les regrouper en plusieurs fois. Cherchez d'abord des notions qui regroupent plusieurs de vos buts. Vous obtiendrez donc une deuxième liste plus courte. Cherchez de nouveau des notions qui permettent de rassembler plusieurs éléments de cette liste pour aboutir à une nouvelle liste encore plus courte. Et répétez ce processus jusqu'à garder moins de 5 notions. Pour terminer, cherchez 1 ou 2 mots qui traduisent ensemble le bénéfice principal apporté par les quelques notions qui restaient. Voici un exemple de cheminement pour trouver ses propres mantras. Première étape, liste de buts et d'objectifs. Passer mon permis de conduire, organiser un week-end entre amis, partir au Mexique en vacances, avoir un meilleur salaire, cuisiner plus sainement, faire du sport, faire de la méditation, créer des chansons très écoutées par le public. Deuxième étape, ajout de but ultime. Voir mes amis quand je veux, découvrir le monde, avoir une rente à vie sans travailler, être un chanteur très célèbre. Troisième étape, première notion de synthèse. Ne pas manquer d'argent. Ne pas subir de contraintes de travail. Prendre soin de moi. Être aimé par le plus grand nombre. Être entouré. Découvrir ce que je ne connais pas. Quatrième étape, deuxième notion de synthèse. Pouvoir aimer et être aimé. Expérimenter le monde. Expérimenter qui je suis. M'aimer. Ne plus avoir de contraintes liées au matériel. Cinquième étape, troisième notion de synthèse. Vivre dans l'amour. Être indépendant matériellement. Expérimenter le monde et mon monde. Sixième étape, mantra de synthèse. Amour, indépendance, expérience.
Dernière étape, mantra finaux. Amour, liberté. En faisant cet exercice pour moi, j'étais arrivé au terme sécurité financière, épanouissement personnel constant, sentiment d'accomplissement, stabilité et quelques autres termes que j'ai oubliés. J'étais encore loin du concept de purification du but. Et après quelques jours de réflexion, j'ai abouti à des termes simples. Autonomie et liberté. Des concepts basiques mais très puissants qui englobent les 3 pages de but, d'objectifs et de but ultime que j'avais noircis. Comme je le disais dans l'introduction, ces 2 mots sont aujourd'hui mes mantras. Quand je les ai trouvés et compris, j'étais certain que ces 2 buts purs ne changeraient jamais dans ma vie. Ils font partie de moi. Ils peuvent s'exprimer très différemment au cours de mon existence, mais ils seront toujours présents. Je ne suis pas allé jusqu'à les tatouer sur ma peau, mais j'avoue que ça m'a traversé l'esprit. En plus de m'aider à me comprendre et à y voir plus clair que je ne l'aurais jamais espéré, ces 2 mantras m'aiguillent en permanence pour prendre des décisions quand j'hésite, quand je ne suis pas sûr, que je dois changer de direction et sortir de ma zone de confort. Je peux me poser ces 2 questions. Est-ce que cela tendra à me rendre plus libre? Est-ce que cela m'aidera à devenir plus autonome? Si les 2 réponses à ces questions sont oui, alors je fonce. Car j'ai la certitude de nourrir les 2 grands buts de ma vie. Peu importe les virages que ça engendre, peu importe les domaines, personnels ou professionnels, ces 2 mots sont devenus mes boussoles, ils sont ma définition du bonheur. L'exemple que je viens de donner reste la meilleure manière de vous montrer le processus. Mais je ne saurais trop insister sur le fait que vous devez, vous aussi, faire la démarche personnellement pour trouver vos propres mots et savoir précisément ce qui fait que vous marchez toujours vers plus de bonheur. Car au final, c'est bien de ça dont il s'agit. Vous allez rentrer dans une honnêteté totale et sonder les mots simples qu'il y a derrière vos buts et vos objectifs. Et pourquoi cela vous fera-t-il gagner du temps? Car à chaque décision que vous devrez prendre, chaque objectif que vous devrez mettre en place, des plus légers aux plus sensibles, vous ne passerez plus des minutes, des heures, voire des jours à peser les tenants et les aboutissants de chaque opportunité. Vous les passerez simplement à travers le prisme de vos mantras en vous demandant si cela contribue à renforcer ces mots dans votre vie. Connaître vos mantras et conduire votre vie dans ces directions vous permettront d'être heureux simplement. Vivre heureux, c'est l'assurance de vivre dans un temps infini. Qu'est-ce qui est mieux que 0? Je vous ai parlé de mes mots-clés, mes mantras. Ils sont comme les 2 aiguilles de ma boussole de vie et s'appellent autonomie et liberté. Mais ils n'influent pas directement sur ma motivation, mon envie et mes peurs. Pour ça, j'utilise une autre phrase qui a une histoire. Nous sommes quelques années en arrière, fin 2012. Je passe une de ces nombreuses soirées parisiennes avec un ami mentaliste, Julien Loza. Nous débattons sur des sujets, théorisons sur tout et n'importe quoi, le whisky pour lui et la bière pour moi. Plus la nuit avance, moins nous avons abordé le travail que nous devions faire, mais les conversations sont passionnantes. À l'époque, je crois me souvenir que j'hésite à faire quelque chose ou que je dénigre quelque chose que j'ai fait pour la communication de mon spectacle. La seule certitude que j'ai est d'avoir dit à Julien « ça ne servira à rien, il n'y aura aucun impact ». Et Julien a répondu « 1 vaut mieux que 0 ». 1 vaut mieux que 0. Cette phrase que vous avez déjà entendue dans ce livre audio fut un sésame pour moi tellement elle était pleine de vérité. Je me suis même demandé si l'univers n'avait pas mis Julien sur ma route uniquement pour ce moment, et pour parler durant des heures en buvant des bières, évidemment. Dès lors, cette phrase commence littéralement à me hanter. Je la retourne dans tous les sens et rien n'y fait, elle est vraie. Il vaut mieux faire 5 pompes par jour que 0. Il vaut mieux avoir 100 abonnés sur YouTube que 0. Il vaut mieux poser 5 affiches pour mon spectacle que 0. Il vaut mieux que j'apprenne quelques mots d'une langue que 0. Il vaut mieux que je fasse quelques lignes de compta quand je n'en ai pas envie que 0. Il vaut mieux que j'écrive seulement 10 minutes aujourd'hui que 0. Il vaut mieux que je m'organise un peu que pas du tout.
Il vaut mieux que j'économise 1 euro par mois que 0. Il vaut mieux que je lise un livre par an que 0. Il vaut mieux que je passe 15 minutes sur cette tâche que 0, etc. J'ai décliné le concept à l'infini et le mouvement qui a rythmé ma vie, que je croyais déjà intense, s'est démultiplié. Cette phrase a fait sauter tous mes verrous. Est-ce que ça sera vraiment utile que je fasse ceci? Oui, 1 vaut mieux que 0. Mais si telle chose ne fonctionne pas, ça sera nul? Non, 1 vaut mieux que 0. Je dois faire ça aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps ou pas l'envie. Je ne vais quand même pas m'y mettre 5 minutes pour arrêter après. Si, 1 vaut mieux que 0. La mécanique s'est si bien mise en marche que je répète cette phrase à tout le monde dans toutes les occasions. Le travail ne paie pas toujours, mais la masse de travail paie toujours un minimum. C'est cet état d'esprit qui m'a amené en 2016 à faire un défi fou. Alors que je ne savais pas monter de vidéo, que j'étais affreusement timide devant une caméra, que je n'avais déjà plus de temps dans mes journées, j'ai décidé de relever publiquement le défi suivant. Créer une chaîne YouTube et publier une vidéo par jour pendant 1 an autour du mentalisme. 366 jours, comme me l'a fait remarquer l'humoriste Verino qui, depuis des semaines, me poussait à me lancer comme lui l'avait fait avec succès auparavant. Au lieu de me demander « Est-ce qu'il y aura des vues ? Est-ce que les gens vont s'abonner ? Est-ce que la vidéo que je suis en train d'écrire est vraiment aussi aboutie que ce que je pourrais faire ?» Je me suis juste rappelé que oui, je vais encore le dire, 1 vaut mieux que 0. 366 jours après, le 31 décembre à 17h, je publiais ma dernière vidéo du défi avec 250 000 abonnés sur ma chaîne et des dizaines de millions de vues cumulées. À partir de là, j'ai compris quelque chose de plus. Le travail ne paie pas toujours, mais la masse de travail paie toujours un minimum. C'est devenu ma deuxième phrase importante pour me motiver et faire sauter mes peurs. N'oubliez jamais, 1 vaut mieux que 0. Le travail ne paie pas toujours, mais la masse de travail paie toujours un minimum. Une dernière anecdote. Je parle souvent de mes théories avec Julien et quand je lui ai reparlé du 1 vaut mieux que 0, il ne se souvenait pas du tout m'avoir dit ça. Il était même persuadé de ne jamais avoir entendu cette phrase. Magique. Ne préjugez jamais de la qualité de ce que vous allez faire ou des retombées. Partez simplement du principe que ça sera toujours plus que de n'avoir rien fait. Les gros projets. Difficile d'appréhender la mise en mouvement d'un gros projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Tout aussi difficile de tenir sous la masse de travail et de pression que cela demande. Mais vous pouvez hacher les énormes projets s'ils demandent un travail linéaire très long. Pour cela, imposez-vous une période de 30 jours où vous allez chaque jour effectuer 1/30 de cette tâche quotidiennement. Attention, chaque jour, vous aurez une excellente excuse pour ne pas le faire. Vous serez peut-être malade, fatigué, sous pression, quelqu'un aura besoin de vous, une journée sera particulièrement chargée, etc. C'est pour cette même raison que vos gros projets non essentiels ne voient jamais le jour. En découpant le projet en 30 morceaux, vous injectez dans votre vie une tâche récurrente qui n'existait pas. Elle s'additionne. Vous penserez peut-être que vous pouvez vous dispenser de la faire un jour, un seul petit jour, mais cela ne dépend que de vous. Passez un pacte avec vous-même. Il n'y aura pas de trou sur ces 30 jours. Visualisez le plaisir d'avoir tenu cet objectif à la fin. Visualisez toute la matière que vous aurez réussi à créer en 30 jours et appréciez à l'avance toutes les nouvelles compétences que vous aurez acquises. Parlez-en à votre entourage. Qu'ils le sachent et vous soutiennent au fil des semaines quand vous aurez des doutes. La fin de ces périodes est toujours merveilleuse au regard de ce que vous aurez créé, de votre confiance en vous, de vos nouvelles compétences. Vous l'aurez fait. D'après vous, est-ce un hasard que je me sois imposé, en plus de tout ce que je faisais déjà, l'idée saugrenue de faire une vidéo par jour pendant 1 an ? Pour ne pas subir un projet trop lourd, découpez-le et injectez dans votre agenda un moment quotidien pour vous y consacrer. Vous ne ressentirez pas de charge mentale supplémentaire et aboutirez plus en douceur à votre résultat final. Soyez le vent.
Il ne faut pas être dans le vent, il faut être le vent. Cette phrase, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Elle résonne différemment selon le prisme avec lequel on la regarde. Comme si je devais la relayer dans ce livre audio, c'est mon ami Philippe qui me l'a rappelé il y a quelques jours en me parlant du photographe et réalisateur Jean-Marie Poiret. J'ai pourtant eu l'impression de l'avoir pensé moi-même un jour. C'est parfois le cas pour les vérités que l'on redécouvre plusieurs fois dans sa vie. Bien loin de l'interprétation possible de cette phrase « d'être à la mode », j'y vois un concentré de motivation, de non-jalousie, d'autonomie et de liberté. Si vous décidez d'être le vent, vous prenez la meilleure décision de votre vie. Vous décidez de ne plus rien attendre de personne, de ne pas compter sur la chance, ce qui n'empêche pas de s'en saisir lorsqu'elle apparaît, de ne pas dépendre d'autres personnes. Si votre carrière dépend des gens que vous allez rencontrer et de ce qu'ils pourraient faire pour vous, si votre bonheur personnel dépend des autres, si vos projets dépendent de ce que d'autres personnes peuvent faire pour vous, alors vous suivez le sens du vent. Être son propre vent, c'est pouvoir changer de direction quand on le souhaite. C'est s'affranchir des facteurs extérieurs sur lesquels on ne peut avoir d'emprise. C'est admettre également qu'il n'est pas grave d'avoir soufflé au mauvais endroit pendant un certain temps. Pour pouvoir devenir son propre vent et ne plus perdre de temps, il faut percer une bulle et sortir d'une zone. Suivez votre propre courant en essayant de ne pas dépendre des autres d'un point de vue personnel ou professionnel. Autonomie et donc liberté. La bulle. Lorsque je fais une recherche sur Internet, les publicités qui s'affichent viennent piocher dans les cookies de mon ordinateur pour m'offrir le contenu le plus adapté à mon profil. Mes recherches sur les moteurs sont parasitées par les anciennes recherches que j'ai pu faire, à minima, car il y a bien d'autres facteurs pour une personnalisation maximale des publicités. Les films que je veux regarder sur les sites de streaming sont triés automatiquement pour me plaire. Je pourrais remplir des pages entières de cette vie numérique qui organise tout pour que je sois bien à l'aise dans ma bulle. Pourtant, bien avant l'arrivée massive de ces algorithmes, vous avez aussi construit une bulle autour de vous qui correspondait déjà pleinement à qui vous êtes. Prenez comme exemple une de vos convictions sur un sujet délicat, qu'il soit social, politique, religieux, d'actualité, etc. La majorité des personnes qui vous entourent, dans votre vie personnelle, sera du même avis que vous, et ce, même si les sondages sont très majoritairement contre vous. Alors, est-ce la Terre entière qui est contre vous? Non, évidemment. Nous construisons nos relations sociales en cohérence avec nos valeurs, nos convictions, nos goûts, notre pensée. Il est donc logique que nous ayons majoritairement les mêmes avis que les personnes que nous connaissons. C'est raisonnable et confortable. Mais vous ne pourrez pas être votre vent puisque vous suivez déjà tous le même souffle sur lequel navigue votre groupe. Pour garder cette métaphore, imaginez que vous avez tous soufflé dans une direction et que ce vent soit devenu si autonome que vous le laissez vous transporter sans vous demander où il vous emmène. Lorsque j'ai voulu lancer mes vidéos sur Internet, les personnes de mon entourage pro m'ont déconseillé de le faire. Les arguments étaient que je n'étais pas fait pour ça, que ça ne me correspondait pas, que je n'avais pas le temps et que j'allais en perdre, que j'allais gaspiller l'énergie qui aurait pu être mise sur des projets plus importants, que j'allais me ridiculiser. Jusqu'ici, je pense sincèrement qu'ils avaient raison au regard de leur propre grille de lecture et des objectifs qu'ils mettaient, eux, dans le fait de faire des vidéos. Alors, je suis sorti de ma bulle pour le faire, seul. Dans les premiers mois, j'ai croisé un collègue artiste. Il venait de remporter un certain succès, et en le croisant dans les couloirs du cirque d'hiver, il m'a dit « Ben alors, tu fais plus rien toi maintenant, mon pauvre ?» Plus rien? Selon lui. Nous étions en juin 2016. J'avais sorti 180 vidéos en 6 mois et fait une trentaine de spectacles en tournée. Mais là où il avait raison, c'est que je ne faisais plus rien de visible dans notre bulle commune. Puisque je ne jouais plus à Paris et que je ne faisais plus que de rares apparitions à la télévision. Pour lui, je n'étais plus dans le vent. Pour moi, j'étais au top de ma vie.
Fin 2016, je signe mon premier livre avec une maison d'édition qui croit au projet, en le pitchant simplement, sans avoir écrit la moindre ligne. À l'époque, ma chaîne n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui puisque j'avais 30 000 personnes qui me suivaient sur Internet, contre 400 000 lorsque le livre est sorti. De nouveau, une personne de mon entourage pro a voulu me dissuader de passer du temps dessus car pour elle, je ne pourrais pas être crédible et le retour sur investissement serait nécessairement décevant, en termes d'impact et de finances. Une autre personne, qui avait déjà publié un livre, m'a incité à faire un petit bouquin en autoproduction que j'aurais pu vendre moi-même après mes spectacles, ou alors de ne rien publier du tout. Encore une fois, ils avaient tous les deux complètement raison dans les convictions de notre bulle commune. Et c'est pourquoi j'ai quand même signé et commencé à écrire. Selon eux, je perdais du temps et j'allais vers une déception personnelle et financière. Selon moi, je gravissais la première marche en tant qu'auteur, qu'importe le résultat des ventes. Aujourd'hui, les deux personnes qui me recommandaient de ne pas faire ou qui étaient simplement dubitatives recommandent aux autres de faire précisément ce que j'ai fait. Ils ont changé la direction de certaines de leurs convictions et ont par là même rejoint ma bulle. Si vous voulez être le vent, vous ne pouvez plus vous fier à l'opinion majoritaire de votre entourage. Vous devrez assumer vos échecs et les « je te l'avais bien dit », mais vous récolterez aussi de nombreuses réussites dont vous vous seriez privé en restant dans votre bulle commune. N'oubliez pas que les conseils de votre entourage sont donnés dans les croyances qui forment votre bulle commune. N'hésitez pas à en sortir pour observer votre monde différemment. La zone de confort. Si je mentionne la zone de confort ici, c'est plutôt pour son importance que pour sa nouveauté. La zone de confort représente votre entourage, ce que vous savez faire, où vous habitez, etc. C'est la cartographie de votre monde. En sortir représente un bond dans l'inconnu avec toutes les angoisses et peurs que cela engendre naturellement. Mais à chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, et si vous n'allez pas trop loin de votre propre frontière, vous évoluez et apprenez. Jusqu'au moment où ce que vous appeliez l'inconnu devienne également une zone de confort qui va se connecter aux frontières de votre zone de confort initiale. Vous avez fait cela naturellement toute votre vie. Mais plus nous agrandissons notre pays personnel en vieillissant, plus nous avons peur de tenter un nouveau saut dans l'inconnu, même petit. Nous stabilisons notre territoire, même pour des choses anodines. Prenons un exemple qui ne demande pas beaucoup d'engagement de votre part. Imaginons que vous ne soyez jamais allé à l'opéra de votre vie. Accepteriez-vous le défi d'y aller dans les 15 prochains jours ? Ne me dites pas que vous n'aimez pas l'opéra. Vous avez admis ne jamais y être allé. Vous n'aimez peut-être pas ce que vous croyez savoir de l'opéra. Mais quel risque prenez-vous en sortant de votre zone de confort ? Vous ennuyez ? La belle affaire. Même si vous vous ennuyez, vous aurez gagné une nouvelle compétence. Pouvoir tenir une conversation nourrie de souvenirs et d'expériences sur un spectacle à l'opéra. Je suis certain que ces éléments vous serviront ensuite au moins une fois dans votre vie. Et votre zone de confort sera élargie car vous serez désormais en terrain connu. Vous aurez appris les codes basiques de l'opéra d'avant le spectacle à après le spectacle. Imaginez tout ce que vous pouvez acquérir dans votre vie personnelle ou professionnelle simplement en acceptant de sortir de votre zone de confort. Vous avez maintenant tous les ingrédients pour être le vent. En multipliant les expériences personnelles et professionnelles dans des domaines qui vous sont inconnus, vous développez vos compétences, votre flexibilité, votre savoir. C'est aussi en piochant dans ces nouvelles ressources que vous trouverez des réponses aux problèmes qui vous ralentissent. Devenez part-time. Connaissez-vous l'expression courante franglaise « il ou elle n'a pas le time » ? C'est une expression pour parler de personnes qui vont vite et prennent le chemin le plus court. On l'emploie dans un grand nombre de domaines. Vous devez devenir une personne qui n'a pas le time. Je vais vous expliquer pourquoi. Attention, je distingue les deux expressions suivantes. Ne pas avoir le temps
fait référence à un problème d'organisation que vous allez régler en écoutant ce livre audio. Paltime, qui est une énergie à acquérir que vous allez décider d'être. Vous allez renvoyer cette image aux autres et vous serez cette énergie. Être Paltime, c'est avoir une conscience précise du temps qui passe. C'est sortir des pièges permanents sans se poser de questions. C'est au final avoir une quantité de temps supérieure à tout le monde, car vous n'avez pas le temps d'en perdre. J'ai pas le time pour parler des heures au téléphone quand je suis occupé. Donc à la question « Je te dérange ?» je réponds « Non, sinon je n'aurais pas décroché, dis-moi. » J'ai pas le time pour en perdre. Donc si quelque chose prend un temps inutile, je passe à autre chose ou je fais en sorte de le réduire. J'ai pas le time pour ne pas aller au bout de mes projets. Donc si je veux me lancer dans quelque chose professionnellement ou personnellement, je vais m'y mettre à fond, du jour au lendemain, avec la régularité et la durabilité comme objectif. J'ai pas le time pour les choses négatives. Donc je gère les émotions et les situations problématiques au plus vite, franchement. J'ai pas le time d'être de mauvaise humeur. Donc quand je sens cette émotion monter, je me rappelle pourquoi je suis si heureux et pourquoi j'ai une belle vie. J'ai pas le time de repousser quelque chose d'urgent. Donc si quelque chose d'urgent à faire ne me fait pas du tout envie, j'arrête toutes mes autres activités pour me débarrasser de celle-ci immédiatement. Cette liste est loin d'être exhaustive, mais vous avez perçu la substance de cette philosophie. N'ayez pas de time pour les ralentissements inutiles, donc tous. Ne perdez pas de temps à vivre des choses ou des émotions qui vous dérangent. Il est de votre responsabilité de changer les choses ou votre humeur lorsque cela est nécessaire. Un rapide voyage dans votre futur. Quand j'ai commencé à faire du sport, à courir, j'ai découvert plusieurs phases. Le plaisir de la nouveauté et le sentiment d'accomplissement. Plus tard est venue la contrainte. Puis ce fut le retour triomphal du plaisir naturel et quotidien. J'ai retrouvé ces 3 étapes dans tout ce que j'ai entrepris sérieusement dans ma vie. La bonne nouvelle, c'est que ce processus nous est commun à toutes et à tous. Lorsque vous allez appliquer les principes que je vous donne dans ce livre audio, vous allez être sincèrement transporté, au point que vous allez en parler à tout le monde et essayer de leur transmettre les conseils que vous appliquez vous-même. C'est une belle période à vivre pleinement où vous allez enfin découvrir tout le potentiel du temps infini. Profitez-en au maximum, abusez-en, mettez en place beaucoup plus que de raisons jusqu'à être enivré de ça. Vous y penserez tout le temps et vous organiserez même toute votre vie en fonction. Je vous conseille vraiment de plonger tête baissée dedans car, que vous décidiez d'être modéré ou pas, le prochain sentiment pointera le bout de son nez dans les 7 à 10 jours qui suivent. Ce nouveau sentiment, c'est la terrible envie de tout laisser vivre comme avant. Le fameux « pourquoi » ? Pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je m'inflige quelque chose qui ne m'est pas naturel ? Vous allez même trouver d'excellentes excuses pour arrêter ou des compensations dans le but de ne pas subir de dissonance cognitive. C'est à ce moment-là que vous allez réellement prendre la décision de changer, d'optimiser votre organisation et de créer du temps supplémentaire dans vos journées. Je vous recommande d'écrire dès aujourd'hui une lettre à votre moi du futur, celui qui veut déjà abandonner. Prenez une feuille ou une page de votre bullet journal et écrivez cette lettre en vous inspirant de celle-ci. Cher moi du futur, je suis en train de visualiser ce que je vais mettre en place pour avoir du temps infini et pouvoir le manipuler comme je le souhaite. Je prends la décision aujourd'hui de changer en mettant toutes les astuces du livre audio qui me sont utiles en place. Il est important de me rappeler que cette décision est prise avant que toi, le moi du futur, ne lise ces lignes, car j'ai pris cette décision avant et de manière définitive. Je vais donc te demander de nous respecter, toi et moi, et d'y mettre du tien pour t'y tenir et ne plus chercher d'excuses. Repense au plaisir que nous avons eu ces derniers jours où nous découvrions le pouvoir de cette organisation et de ses nouvelles habitudes. Je te promets que nous ferons bientôt tout cela de manière quasiment automatique et sans souffrance. Nous sommes en train, au moment où j'ai pris cette décision, de gagner des années entières dans notre vie. Je compte les garder et en profiter.
En avant, cher moi du futur. Signez la lettre et gardez-la à portée de main. Quand l'énergie de l'abandon viendra essayer de prendre le dessus, vous pourrez la lire et admettre que la décision n'appartient pas au vous du présent, mais qu'elle a bien déjà été prise par le vous du passé. Décidez à l'avance de continuer quand vous aurez une baisse de motivation.